Bienvenue sur cette vidéo sur les produits scalaires vectoriels et matriciels. Donc on continue sur nos maths pour la physique 1. Alors vous avez des grandeurs vectorielles en physique et vous pouvez faire différents types de produits avec. On va commencer par le produit scalaire que normalement vous devez tous connaître. Supposez que vous ayez deux vecteurs, U et V, avec pour composantes U1, U2, U3, V1, V2, V3 respectivement, dans un repère donné. Ici, il a pour vecteur unitaire E1, E2, E3, le repère, mais ce n'est pas forcément un repère cartésien, ça pourrait être n'importe quel type de repère que vous rencontrez, pour autant qu'il soit orthonormé direct. Dans notre cas, on utilise des repères orthonormés directs. D'accord. Alors maintenant, le produit vectoriel, on le note U, un point ici entre, et V. En anglais, on dit dot product, d'ailleurs, si jamais vous voulez vous souvenir du fait du symbole. Enfin, voilà. Alors, comment ça marche? Déjà, définition, scalaire, c'est un nombre. Donc, le produit scalaire va nous donner une quantité qui est un scalaire, qui est un nombre. Ça ne va pas être un vecteur. Donc, on multiplie en fait les composantes entre elles, selon chacun des vecteurs unitaires, et on les additionne entre elles. Donc, ça va nous donner U1, V1, U1 donc fois V1, plus U2 fois U1, V1, plus U2 fois V2, plus U3 fois V3. Voilà, aussi simple que ça. Et U1, U2, U3, V1, V2, V3, ce sont des nombres. Ça peut me mettre des fonctions, tant que ce sont des scalaires, les U1, U2, U3, V1, V2, V3. Positif, négatif. Ça peut être ce que vous voulez, mais ça reste des scalaires. Maintenant, j'ai fait un dessin ici, avec le vecteur unitaire le vecteur U, pas forcément unitaire, V, et un angle θ. Souvenez-vous que le produit scalaire, on peut aussi le calculer comme la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ça aussi, c'est une autre réponse que vous pouvez donner dans le calcul d'un produit scalaire. Rappelez-vous que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Donc si vous avez ici par exemple A et B, qui forment un angle droit, A pris en produit scalaire avec B va nous donner 0. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. On retrouve le produit scalaire pour le calcul, oui, lorsqu'on calcule dans le théorème de l'énergie cinétique, par exemple, pour un point matériel, où la somme des forces, oui, la variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures agissant sur ce dernier. Le travail d'une force, on le calcule via une intégrale, et il y a un produit scalaire entre la force et l'élément infinitésimal trajectoire. Alors bon, peut-être là, ça ne vous dit pas grand-chose, mais il y a un produit scalaire en tout cas dedans. Donc c'est quelque chose à maîtriser. Je pense que c'est vraiment la plus grande application, c'est pour le calcul du travail d'une force contre le produit scalaire. J'essaie de réfléchir s'il y a... Oui, et aussi bien sûr, lorsque vous voulez prouver que... lorsque vous voulez trouver par exemple la composante de quelque chose d'une grandeur vectorielle selon un axe donné, eh bien vous trouvez le vecteur unitaire qui est parallèle à cet axe et vous faites simplement le produit scalaire entre la grandeur vectorielle et le vecteur unitaire. Donc faire le produit scalaire entre un vecteur et un vecteur unitaire, ça va simplement nous donner la composante de ce vecteur. Si par exemple là je fais V en produit scalaire avec E3, j'obtiens comme résultat E3, parce que E1 et E2 ils sont orthogonaux à E3, donc ça fait 0. Et on a V3 qui prend produit scalaire, V3 E3 qui prend du scalaire E3, et là on a la troisième composante, donc E3, parce que le produit scalaire d'un vecteur unitaire avec lui-même, ça nous donne sa norme, et c'est égal à 1. Très bien. Passons au produit vectoriel maintenant. Donc ça, c'est peut-être une nouveauté que vous n'avez pas encore vue. Alors, j'ai simplement choisi deux autres vecteurs, A et B, avec leurs composantes A1, A2, A3, B1, B2, B3. Encore une fois, dans un repère donné orthonormé direct. Ça peut être un repère cartésien, un repère d'inertie lié au solide, un repère sphérique, cylindrique. Voilà. Remarquez que lorsque vous faites un produit, vos deux vecteurs parlent la même langue. Donc vous ne faites pas un produit scalaire vectoriel ou matriciel si vos grandeurs vectorielles ne parlent pas la même langue. Ça veut dire quoi parler la même langue? Ça veut dire qu'ils doivent être exprimés dans le même repère. Vous pouvez avoir 10 000 repères, d'accord, dans votre problème. Alors je ne vous le souhaite pas parce qu'il y en a trop. Mais parfois vous en avez 2 ou 3. Eh bien vous choisissez dans quel repère vous voulez travailler, faire votre produit vectoriel ou votre produit scalaire. Vous choisissez souvent ce qui est le plus simple.
vous faites votre produit scalaire, le produit scalaire va nous donner une quantité, un nombre, donc c'est fini, mais le produit vectoriel, son résultat est un vecteur. Donc vous faites le produit vectoriel de deux vecteurs entre eux, vous obtenez un vecteur, et après, ce vecteur-là, vous avez encore le droit de le projeter dans un autre repère si vous le souhaitez. Mais en tout cas, lorsque vous avez deux grandeurs vectorielles qui sont en produit, ils doivent être exprimés dans le même repère, c'est capital. Maintenant, venons-en donc au fait qu'un produit vectoriel, le résultat est un vecteur, que j'ai appelé ici C. Le symbole, c'est un chapeau ou une croix. Et en anglais, on dit cross product, d'où le fait qu'il y a la croix. Moi, je préfère le sorte de chapeau ici. Alors, comment le calculer? La première méthode, c'est on va faire ce qu'on appelle un pseudo-déterminant. Alors, lorsque vous allez voir les matrices, vous allez voir les déterminants. Je vous laisserai voir ça dans votre cours d'algèbre. Là, simplement, suivez ce que je vais faire. Donc, vous faites une barre et vous allez avoir 3 lignes et 3 colonnes. Sur la première ligne, vous allez écrire les vecteurs unitaires. E1, E2 et E3. Sur la deuxième ligne, vous écrivez toutes les composantes de A, les composantes seulement. Donc vous allez avoir A1, A2, A3. Sur la troisième ligne, vous allez écrire seulement les composantes du deuxième vecteur. Donc B1, B2, B3. Maintenant, vous allez calculer votre produit vectoriel comme suit. Donc pourquoi on dit pseudo-déterminant? Car ça ressemble à un déterminant. On peut prendre c'est-à-dire ce que je vais faire pour calculer le déterminant d'une matrice 3-3, c'est la même chose. Les étapes d'algèbre sont les mêmes. Sauf que là, c'est simplement pour moi un arrangement, que je n'ai pas créé mais c'est un arrangement pour calculer le produit vectoriel. Mais mathématiquement, enfin, c'est vraiment un artefact, quoi. C'est juste, on se permet de l'arranger comme ça, car le résultat qu'on va avoir est le bon résultat. C'est comme ça qu'il doit être calculé. Ok, alors comment ça se calcule? Mettons un signe égal ici. Donc je calcule le produit vectoriel. On part prendre, donc on lit la première ligne, on prend le premier vecteur unitaire, on l'écrit, E1. Et comme j'écris E1, je vais prendre une craie, je vais barrer la colonne où il y a E1 et je vais barrer la ligne où il y a E1. Qu'est-ce qu'il me reste qui n'est pas barré? A2, A3, B2, B3. Ça veut dire que ces quantités-là, ces composantes-là, vont multiplier E1, mais pas n'importe comment. On fait toujours une boucle, comme ça. On part d'en haut à gauche, on remonte et on redescend. En haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. Et lorsqu'on revient ici, on met un signe moins. Et une diagonale, c'est une multiplication. Donc là, je vais avoir, j'ouvre la parenthèse, A2 fois B3. Je remonte moins A3 fois B2. Voilà. Là, je viens d'obtenir la première composante du vecteur C, qui est égale au produit vectoriel de A et B. On continue, on fait avec E2. Je prends une autre couleur. Je barre cette fois-ci la colonne où il y a E2 et la ligne où il y a E2. Qu'est-ce qu'il me reste? A1, A3, B1, B3. Le E2 a une exception. Il doit prendre un signe moins. Donc j'écris moins. E2. J'ouvre la parenthèse. Même méthode. A1 fois B3. Je remonte moins A3 fois B1. Dernière étape. E3. Je barre la ligne où il y a E3, je barre la colonne où il y a E3, et j'obtiens E3 qui multiplie A1 B2 moins A2 B1. Voilà. Là, je viens de calculer. Alors, en général, on note, vous savez, on note le vecteur unitaire après la composante, mais mathématiquement, ça reste tout à fait correct. Donc, je ne vais pas le réécrire. Mais on aurait A2, B3, moins A3, B2, E1, moins A1, B3, moins A3, B1, E2, plus A1, B2, moins A2, B1, E3. Et voilà. Là, vous avez calculé le produit vectoriel entre A et B. Et ça marche tout le temps de la même façon. Rappelez-vous simplement que A et B doivent être exprimés dans le même repère. Maintenant, vous avez un nouveau vecteur et vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi le projeter dans un autre repère si vous avez d'autres repères. Rappelez-vous de ça. Une autre chose que je voulais dire, c'est autant le produit scalaire il est commutatif, donc le produit scalaire de UV est égal au produit scalaire de V avec U, autant le produit vectoriel ne l'est pas. Le produit vectoriel de A à B n'est pas égal au produit vectoriel de B à A, mais est égal à moins le produit vectoriel AB. Donc prendre le produit vectoriel BA
B avec A, c'est simplement l'opposé de A, produit vectoriel de A à B. Voilà, c'est tout. Tout simplement se souvenir de ça. Donc c'est simplement l'opposé. Mais sinon, si on prenait la norme du vecteur, la norme est la même. Mais ça change le sens. Voilà, si je faisais un petit dessin, il va être vraiment petit là. Ouais, peut-être je vais le mettre là. Faire une boîte. Voilà. J'ai A ici. J'ai B. Là, j'ai l'angle θ. La norme du produit vectoriel de A à B que j'ai appelé C va être égale à la norme de A fois la norme de B fois le sinus θ. Norme de A fois norme de B fois le sinus θ. Et ça représente quoi? Ça représente l'aire du parallélogramme ici, généré par les vecteurs A et B. Si jamais, bon à savoir. Le produit vectoriel apparaît énormément, notamment dans le calcul des moments cinétiques, moments de force, car moment de quelque chose, en fait, c'est un vecteur position qui prend en produit vectoriel une quantité, la quantité de mouvement pour le moment cinétique et la force pour le moment de force. Donc il apparaît très souvent, notamment vers la fin des problèmes du point matériel et dès que vous abordez le théorème du moment cinétique, en fait, essentiellement. Passons à la suite. Encore du produit vectoriel. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus sur le produit vectoriel? Le plus souvent, je passe pas par le pseudo-déterminant pour calculer mon produit vectoriel. Pourquoi? Parce que vous avez souvent plusieurs repères pour traiter votre problème et vous exprimez souvent vos vecteurs dans un repère adéquat, tel que vos vecteurs au maximum ont deux composantes, une ou deux composantes, souvent. Dans ce cas-là, pas besoin de faire un calcul aussi lourd, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Alors, comment ça marche? Supposez que vous avez deux vecteurs ici, A et B. D'accord? Ils ont un certain angle, peu importe. Enfin, surtout, on voit que l'angle le plus faible entre A et B, il est là. Il n'est pas là. Je veux faire le produit vectoriel de A avec B. Je vais mettre ma main droite, c'est vraiment important. Même si vous êtes gaucher, la main droite. La main droite le long de A, et je vais rabattre mes doigts vers B. Je mets ma main le long de A, je rabats mes doigts vers B, et là, mon pouce va m'indiquer en fait le sens du vecteur résultant. Du coup, le vecteur résultant, C, il est là. Et C, il est égal à quoi? Il est égal à A, produit vectoriel B. Alors peut-être là, sur le dessin, c'est pas très visible. Faisons par exemple un cas où, là, c'est une sorte de visualisation 3D. Faisons une visualisation 2D, on va dire. Donc, mettons cette fois-ci A avec B dans le plan du tableau. Une grande propriété du produit vectoriel, c'est que le vecteur résultant est orthogonal aux deux vecteurs qui l'ont généré. Rappelez-vous de ça. Numéro 1. Le vecteur résultant est orthogonal aux deux vecteurs qui l'ont généré. Donc C, il va être orthogonal à A et il est orthogonal à B. Ensuite, le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires est nul. Et encore pire si c'est le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même. C'est nul, c'est égal à 0. Donc là, j'ai A et B dans le plan, cette fois-ci, du tableau. Je veux faire le produit vectoriel A avec B. Je mets ma main droite le long de A, je rabats mes doigts vers B, je sais que C, il va être de toute façon orthogonal à B et il va être orthogonal à A. Donc, vu qu'ils sont dans le plan du tableau, soit je vais aller dans le tableau, soit je vais sortir du tableau. Ma main droite, quand je replie mes doigts ici, mon pouce va m'indiquer que je rentre dans le tableau. Donc je sais ici que le produit vectoriel de A avec B me donne un vecteur C qui rentre dans le tableau. Continuons. Souvent, quand vous faites votre produit vectoriel, je vous l'ai dit, vous vous retrouvez à faire des calculs de moments cinétiques, etc. Du coup, quand vous exprimez vos forces, vous avez par exemple, votre vecteur position et votre vecteur de quantité de mouvement, vous vous retrouvez avec une ou deux composantes. Donc vous pouvez attaquer le produit vectoriel directement. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous avez votre vecteur exprimé en fonction de vecteurs unitaires, d'accord? Bon, bien sûr, encore une fois, produit vectoriel, les deux vecteurs sont dans le même repère. Donc là, je vais faire, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que lorsque je ferai le produit vectoriel de deux vecteurs du repère, je vais tout le temps avoir le troisième, mais simplement avoir avec un signe plus ou moins. Pourquoi j'ai tout le temps le troisième lorsque je fais le produit vectoriel de deux vecteurs unitaires d'un même repère?
J'ai le troisième parce qu'ils sont tous orthogonaux entre eux, et le produit vectoriel, la résultante, est orthogonale aux deux vecteurs unitaires qui l'ont généré. Donc ma main droite va simplement m'indiquer si j'ai plus ou moins ce vecteur unitaire. Prenons l'exemple ici du repère cartésien. Bon, là, j'ai pas mis l'origine, O1, E2, E3. Je fais le produit vectoriel de E2 avec E3. Je mets ma main le long de E2, je rabats vers E3, mon pouce m'indique que je suis en plus E1. Je fais le produit vectoriel de E3 avec E1. Je mets ma main droite le long de E3, je rabats vers E1, je suis en plus E2. Je fais le produit vectoriel de E1 avec E3. Alors là, je mets ma main droite le long de E1, c'est un peu dur. Je rabats vers E3, hop, et j'obtiens moins E2. Je fais le produit vectoriel de E3 avec E2. Je mets ma main droite le long de E3, pardon. Je rabats vers E2, j'obtiens moins E1. Même chose pour le repère cylindrique. Ici, je fais le produit vectoriel de E phi avec EZ. Je mets ma main droite le long de E phi, je rabats vers EZ, j'obtiens plus euro. Je fais le produit vectoriel maintenant de euro avec EZ. Je mets ma main droite le long de euro, je rabats vers EZ, j'obtiens bien moins E phi. Alors parfois ça peut être un peu ambigu, mais vous voyez quand même qu'il n'y a pas, on n'est pas en plus E phi, quoi, on est en moins. Maintenant je fais le produit vectoriel de euro avec E phi, je mets ma main droite le long de euro, je rabats vers E phi, et j'obtiens plus EZ. Alors bien sûr la meilleure représentation pour faire ça, c'est de représenter les deux vecteurs dans un plan, et pour obtenir la réponse. Mais avec un peu de pratique, on arrive aussi à voir avec une visualisation en 3D. Voilà. Donc oui, je pense que là c'est déjà pas mal. Rappelez-vous simplement aussi que si vous avez, je ne sais pas, par exemple ça, vous faites un produit vectoriel de je sais pas, D avec E, peu importe. Hein. On obtient par exemple D euro, produit vectoriel R E phi. D'accord? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah voilà, vous ne faites pas ça, vous allez utiliser la règle de la main droite. Les scalaires, donc D et R, vous les rabattez devant, donc vous obtenez D fois R, et vous laissez le produit vectoriel à la fin, euro cross phi. Maintenant vous faites euro cross phi, euro, je rabats vers phi, j'obtiens plus EZ. Du coup, je vais avoir ici comme résultat D fois R plus EZ. Et voilà comment vous pouvez calculer un produit vectoriel rapidement dans vos exercices. On fera des exemples là-dessus quand on abordera les exercices en question. Ok, produit matriciel, dernier. Alors le produit matriciel dans le cours de physique 1, essentiellement vous le rencontrez lorsque vous abordez le solide non déformable et que vous parlez du tenseur d'inertie. Je ne vais pas parler de ce que c'est qu'un tenseur, aller dans ces eaux-là. On va simplement s'en tenir au fait que le tenseur d'inertie dans le cadre de ce cours, c'est une matrice 3-3. 3 colonnes, 3 lignes. 3 lignes, 3 colonnes plutôt. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? La formule, elle est correcte. Hein. C'est le moment cinétique de votre solide en G, son centre de masse, est égal à son tenseur d'inertie, donc c'est une matrice pris en... Là, ce n'est pas un produit scalaire, c'est un produit matriciel avec le vecteur de vitesse angulaire du solide. Le tenseur d'inertie, il est exprimé dans le repère d'inertie. G, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, comme on l'a déjà vu lorsqu'on parlait des repères. Le vecteur de vitesse angulaire, il n'est pas forcément exprimé là-dedans. Dans une précédente vidéo, j'ai montré comment on peut projeter un vecteur de vitesse angulaire pour l'exprimer dans le repère d'inertie. Donc vous devez l'exprimer là-dedans. Une fois que c'est fait, vous allez écrire ici. Donc là, je vous ai dit, vous avez une matrice qui, souvent, alors je parlerai de ces hypothèses, elle sera diagonale. Vous obtenez, et ici elle est valable du coup pour le point G. Hein. Donc à un moment de quelque chose, ça se calcule en un point. Ici c'est le centre de gravité qu'on prend. Donc on a I1, I2, I3 sur la diagonale, et ensuite on a des zéros ici, pour notre tension d'inertie, si notre repère d'inertie est bien placé sur le solide. Et s'il est homogène, ça veut dire on le place simplement selon ses axes de symétrie. C'est ça. Voilà. Là on prend un produit matriciel, avec le vecteur de vitesse angulaire, qui a pour composante oméga 1, oméga 2, oméga 3. D'accord? Donc c'est exprimé dans le repère d'inertie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la façon la plus générale de le lire. Notre produit matriciel, comment il se passe? On prend simplement les 3 composantes de la première ligne ici, on vient les multiplier avec les 3 composantes du vecteur de vitesse angulaire. Comment ça marche? On va avoir I1 fois oméga 1, plus, là 0 en l'occurrence fois oméga 2, plus en l'occurrence ici 0 fois oméga 3. On ferme la parenthèse, qu'est-ce qu'on a? Le vecteur unitaire epsilon 1,
Parce que, rappelez-vous, ce que vous êtes en train de calculer ici, c'est un vecteur. Le produit matriciel ici, c'est pas un produit de deux matrices. C'est le produit d'une matrice et d'un vecteur. Bon, bien qu'on pourrait dire que notre vecteur, c'est une matrice à une colonne ici, mais moi, je ne vais pas le dire comme ça. C'est simplement un vecteur. Vecteur, matrice. On fait la même chose pour la deuxième ligne. On prend les trois, voilà, on prend les trois éléments de notre deuxième ligne. On va les multiplier comme ça, donc on les prend. On voit que 0 va multiplier oméga 1, 0 va multiplier oméga 3, il nous reste simplement I2 fois oméga 2. Qui va multiplier, qui est la composante selon epsilon 2. Même chose pour la troisième ligne, I3 va multiplier epsilon 3. Enfin, I3 oméga 3, I3 va multiplier oméga 3, et c'est la troisième composante, donc selon le vecteur unitaire epsilon 3. Voilà. Et ça, c'est comment vous pouvez calculer votre produit matriciel. Je ne veux pas aller plus loin, vous aurez un cours d'algèbre linéaire là-dessus, mais essentiellement, c'est comme ça. C'est la forme la plus courante du produit matriciel comme il est rencontré dans le cours de physique 1. Voilà, je vous laisse un peu réfléchir là-dessus, pratiquer. Surtout le produit vectoriel, il est très très courant en physique 1. Je vous dis à une prochaine vidéo.